à notre mercredi d'histoire à la Haute-Saint-Charles, traitant du 225e anniversaire de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette. Ma présentation de ce soir est concentrée principalement sur le comment la paroisse a été créée en 1794, il y a 225 ans. Il va sûrement y avoir pour certains d'entre vous des surprises ce soir. Vous allez peut-être rencontrer votre ancêtre aussi si vous connaissez son nom. Hein? On a des ancêtres qui vont être présents ce soir. Ben, je veux dire, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, Société d'histoire? Ils vont être présents dans la présentation, on va dire ça comme ça. Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est construit, comment c'est arrivé, puis comment ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle a 225 ans, notre paroisse. Vous êtes prêts? Et prêts? Alors, la paroisse de Charlesbourg, commençons par quelque chose qui n'est pas nous. On va dire ça comme ça, nous étant la Haute-Saint-Charles d'aujourd'hui, d'accord? Alors, c'est en 1679 que les premiers actes sont enregistrés à la paroisse de Charlesbourg. Quand je parle d'actes, ce sont des actes dans un registre de baptême, de mariage et de sépulture. Cette nouvelle paroisse couvre tout le nord-ouest de la région de Québec. Ses voisines sont la paroisse de l'Ancienne Lorette, qui date de 1673, et la paroisse Notre-Dame de Québec, donc qui est le cœur du Vieux-Québec, disons ça comme ça. L'actuel secteur de la Haute-Saint-Charles, alors Loretteville, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Val-Bélair et tout Neuchâtel, faisait partie de ce territoire-là. Alors c'était couvert presque dans son entièreté par la paroisse de Charlesbourg. Il y avait quelques secteurs qui relevaient de l'ancienne Lorette, mais bon, on ne rentrera pas dans les détails là, très précis. La première paroisse des fidèles d'ici, c'était donc la paroisse de Charlesbourg. D'accord? Alors, les premiers censitaires qui se sont établis sur le territoire où on se trouve présentement relevaient de la paroisse de Charlesbourg. D'accord? Alors, ils allaient à la messe à Charlesbourg, ils allaient se faire baptiser, se marier et se faire inhumer à Charlesbourg. D'accord? Ça va? C'est gros comme paroisse. Hein, je te comprends bien. Châteauneuf, ça faisait partie de tout ça. Alors, j'ai mis une petite photo ici de l'église de Charlesbourg, bien sûr. Alors, évidemment, là, de mémoire, je l'ai déjà calculé en voiture à partir de l'église de Loretteville. Je crois que c'est 11 km ou 12 km là, en voiture là, à partir d'ici. Alors, imaginez quand il y avait des gens qui habitaient là, dans le secteur Val-Saint-Michel ou même plus loin encore, là, au lac Bonhomme et tout ça. Là. Ultimement, ces gens-là devaient se rendre à la messe au Très Carré de Charlesbourg. C'est une petite marche, hein? C'est ça. Tu sais, au printemps, quand la neige fond, là, puis tu y vas pas, t'attends 2-3 jours, là, puis ça va bien aller pareil, OK? Alors, évidemment, ça, l'idée de paroisse, c'est un territoire religieux. Le même territoire, si on fait des couches, une par-dessus l'autre, est aussi divisé foncièrement par une division civile et politique, on va dire ça comme ça, et ça, c'est le territoire seigneurial. Donc, la paroisse de Charlesbourg, qui est celle qui nous intéresse pour le moment, traversait plusieurs seigneuries. En partant de l'est vers l'ouest, nommons-les, la paroisse, oh j'ai fait une faute, je me vois, Notre-Dame des Anges, je suis désolé, donc qui est la seigneurie dans laquelle se trouve le Très Carré de Charlesbourg, la seigneurie d'Orsainville, la seigneurie Saint-Joseph, qu'on appelle aussi l'Espinay, OK? La seigneurie Saint-Ignace, qui est un découpage, un démantèlement de la suivante, la seigneurie Saint-Gabriel que je n'ai pas mis, tellement importante que je ne l'ai pas mise, là où on se trouve présentement, la seigneurie Godarville, à partir de la côte de l'aéroport, donc de la route de l'aéroport, et encore plus à l'ouest, la seigneurie de Bel-Air, qu'on appelait aussi Bonhomme ou Guillaume Bonhomme. Vous avez déjà entendu ça, peut-être, cette expression-là. Lac Bonhomme est dans la seigneurie Guillaume Bonhomme, en haut complètement de Val-Bélair. Alors, toutes ces seigneuries faisaient partie du territoire sur lequel passait la paroisse de Charlesbourg. D'accord? Pas entièrement,
Par exemple, le sud complètement de la seigneurie Saint-Ignace avait son front sur la rivière Saint-Charles en ville. Alors ça ne faisait pas partie de Charlesbourg, mais bien sûr de la paroisse Notre-Dame de Québec. Alors vous comprenez qu'il n'y a pas de logique cohérente dans le découpage paroissial et seigneurial. Hein? L'Église et les seigneurs découpaient ça l'un à travers l'autre comme ça a donné. On va dire ça comme ça. OK? Alors vous avez ici une petite carte là, que je l'ai coupée. On ne voit pas très bien, mais je vais vous montrer. Là. À l'est, complètement ici, vous avez Beauport. D'accord? Vous avez Notre-Dame-des-Anges, où va se trouver le Trait-Carré. Vous avez les deux petites seigneuries, donc Orsainville et Saint-Joseph. Vous avez Saint-Ignace ici, dans lequel se trouve le lac Saint-Charles. D'accord? Vous avez Saint-Gabriel, vous avez Godarville et Guillaume-Bonhomme après. D'accord? Alors, dans la seigneurie Saint-Gabriel, on va trouver ici un dessin d'une petite chapelle. C'est la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, donc on appelle couramment l'église du village Huron. Vous avez le Trait-Carré de Charlesbourg, l'église du Trait-Carré de Charlesbourg qu'on a également ici. Ça va? Donc, évidemment, le cœur de la paroisse Charlesbourg était ici, mais se rendait très loin sur cette carte-là, vers l'ouest. Ça va? On se situe pas pire? Ça va, super. Les côtes. Troisième niveau de découpage terrain géographique. Les côtes qu'on appelle communément des rangs. D'accord? L'expression côte est une expression davantage utilisée ici. Les côtes ou rangs étaient des subdivisions des seigneuries. C'est à travers ces côtes que les seigneurs vont concéder des terres aux censitaires. Évidemment, pour qu'une seigneurie rapporte, parce que c'est un investissement, pour qu'elle rapporte la seigneurie, tu dois concéder des terres pour que le censitaire te rapporte des revenus. OK? Tu fais de l'argent comme ça. D'accord? Alors, tu dois concéder des terres à travers les côtes, les rangs. Puis là, tu vas les organiser comment, ces rangs-là ou ces côtes-là? Tu vas les organiser d'après le territoire physique. Les rivières, les montagnes, les routes, les frontières avec les autres seigneuries. Tu vas organiser ça comme ça. Alors, elles deviennent rapidement le lieu premier d'appartenance des censitaires. Les censitaires ne s'identifient pas d'abord à la paroisse ni à la seigneurie, mais ils vont s'identifier d'abord à leur côte ou à leur rang. Okay? C'est leur premier lieu d'appartenance. C'est le premier lieu de solidarité qu'ils ont les uns envers les autres. D'accord? C'est pas pour rien que les filles d'un tel se marient avec les fils de l'autre à côté, puis que là, il y a une solidarité, il y a une entraide, il y a un four à pain qui est construit sur une terre pour deux voisins, etc., etc. Il y a une solidarité comme ça. Alors que quand tu dis que tu viens de quelque part, tu viens de la côte Saint-Jacques, dite de la Misère ou autre. Okay? Alors, dans la seigneurie Saint-Gabriel, qui est le principal territoire où on se trouve présentement, elle porte le nom, entre autres, de, je l'ai dit, Saint-Jacques, dite de la Misère, donc le boulevard Saint-Jacques, Saint-Martin, dite Pincourt, donc le secteur Pincourt par Lormière, là, au Bonny. Tu connais ça, le Bonny? Tu es déjà allé manger une crêpe glacée au Bonny? C'est la rue Pincourt. C'est ça. C'est ça. On a Lormière, dite Sainte-Barbe. Alors, donc, on donnait des surnoms aux côtes. Hein, il y avait un ruisseau sur cette côte-là, le ruisseau Sainte-Barbe, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Et on l'appelait comme ça, Lormière dite Sainte-Barbe, Saint-Claude, Sainte-Geneviève, qui porte toujours ce nom-là aujourd'hui. On a aussi la Longue Queue. Bon, la Longue Queue, là, écoute, Société d'histoire, c'est la rue Verrette, hein, la Longue Queue. Ça, c'est chez nous. Moi, j'habite sur la Longue Queue. Écoute, on est quelques-uns dans la salle ici, habiter sur la Longue Queue. C'est la Longue Queue, c'est tellement. Écoute, demande-moi pas pourquoi, je ne sais pas, OK? S'il te plaît. Grand Saint-Antoine, c'est la rue Racine. Et Petit Saint-Antoine, c'est l'ancienne rue Saint-Antoine à l'est de la rivière qui portait le nom de rue Saint-Antoine, mais qui porte aujourd'hui le nom de rue du Court-Métrage. Alors, on nommait ces côtes, ces rangs-là, d'accord? Et ça, c'était le lieu d'appartenance. Alors, quand tu allais te faire baptiser,
t'allais faire baptiser ton enfant à Charlebourg, on écrivait Bernard Renault, hein, originaire de Longuequeux, de Petit-Saint-Antoine. On écrivait ça dans l'acte. Le curé, il écrivait ça. Il n'écrivait pas, il vient de Charlebourg ou il vient. C'est Charlebourg, c'est bien trop grand. Charlebourg, ça voulait dire la paroisse qui venait de. Ça ne fait pas de bon sens. Tu ne pouvais pas t'identifier. S'il y en avait 2, 3 des François Renault, là, on te perdait. OK? Alors, le François Renault qui vient de Petit-Saint-Antoine, on te nommait comme ça. Monsieur Bédard. Saint-Jacques, ils disent de la misère, c'est à cause que la vie n'était pas facile. Donc, écoutez, il y a une rumeur qui dit ça, mais ce nom-là est présent dès le premier acte de concession, le 15 mars 1698. On l'appelait déjà comme ça, alors qu'il n'y avait pas de monde qui vivait dessus. Alors, c'était pas à cause que les gens étaient pauvres, c'est probablement à cause que le chemin était difficile. Le chemin était difficile. Sur le cap, en haut de la rivière, en haut du canyon, là, ça devait être difficile, puis on l'a appelé la misère. Alors, voilà. Donc, les cas, lieu d'appartenance, j'arrive, là, OK? Inquiète-toi pas, là, ça s'en vient. Faut juste établir les affaires au début. Et là, j'ai un autre niveau, la zone et son centre. OK? Je t'explique. Ça, c'est moi qui ai inventé ça. OK? C'est dans mon mémoire de maîtrise, ça. C'est moi qui ai inventé ça, c'est mon concept, OK? Alors, j'ai un copyright là-dessus. Tu peux l'utiliser, mais cite-moi, OK? Alors, la Seigneurie Saint-Gabriel, c'est immense, ça. Hein? C'est immense, la Seigneurie Saint-Gabriel. Écoute, là, ça va quasiment jusque dans le parc des Laurentides, ça n'a pas de bon sens. C'est immense. Ça rouvre en V, hein? Fait que le territoire s'élargit vers le nord, là, c'est très, très loin. D'ailleurs, la rivière Batiscan, la rivière Sainte-Anne passe dans la Seigneurie Saint-Gabriel. OK? Ils coupent là, au nord, là, en Bielle, ça va s'acheter dans le fleuve, à Sainte-Anne-de-la-Pérade puis à Batiscan. Ça passe ici dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Alors, imagine l'immensité du territoire. Alors, il y a des zones dans la Seigneurie. Les deux premières zones, je le dis ici, c'est l'ancienne Lorette, 1673. L'ancienne Lorette, qui ne s'appelait pas l'ancienne Lorette en 1673, ça s'appelait Lorette. Ça va devenir l'ancienne quand on va changer le monde de place. Puis on va renommer ça Lorette, question de bien mêler le monde. Puis on va le dire Jeune Lorette en 1697. Fait que l'ancienne, c'est appelé l'ancienne à partir de ce moment-là. Tu me suis? Oui. L'ancienne va garder l'ancienne. Puis Jeune Lorette, Jeune va un peu disparaître tranquillement de la toponymie, bien que dans le nom de la paroisse d'aujourd'hui, Sainte-Ambroise de la Tu suis, c'est bien. Alors, donc, l'ancienne Lorette sera peuplée dès 1673. Ça, c'est une zone. OK? Et le territoire du Sault-Saint-Charles, ça, c'est comme ça qu'on l'indique dans les archives. On nomme pas ça la chute Kabir-Kouba à la fin du 17e siècle. On va l'appeler plus tard la chute de Lorette, mais au tout début, on appelle ça le Sault-Saint-Charles. Sault comme dans Sault-Sainte-Marie. Hein? Cascade, rivière, chute. OK? Alors, Sault-Saint-Charles, et ça va être peuplé, Sault-Saint-Charles, au moins à partir de 1671. Donc, en 1671, on a un centre qui se crée, qui est la chute, et autour, c'est ça que je dis après, là, on va peupler autour de ce centre-là comme des plures d'oignons, en élargissant de plus en plus à mesure que les gens font des enfants sur des générations, qu'on a besoin de plus de monde, plus de place autour de ce centre-là, est, ouest, nord, sud, hein, à partir de là, depuis 1671. Le cœur, la chute, le cœur de cette zone-là. D'accord? Ça va, monsieur? Est-ce que les Européens ont commencé à s'asseoir sur les hanches ou ce sont les Hurons? Ce sont des immigrants européens ou leurs fils qu'on appelle des Canadiens. Donc, soit des Français ou des Canadiens. Des Canadiens dans le vieux sens de Canadiens. Ils sont arrivés avant les Hurons. Oui. D'ailleurs, le centre convoité. En 1697, les Jésuites, qui sont les propriétaires de la Seigneurie Saint-Gabriel, ce sont les seigneurs. D'ailleurs, ce sont les plus grands propriétaires fonciers dans la vallée du Saint-Laurent. L'argent, ça rentre en masse. Ils sont très riches. Ils vont aller jusqu'à posséder le plus de 20% de tous les biens fonciers dans la vallée du Saint-Laurent.
Ce sont de très grands propriétaires fonciers. OK? C'est pas pour rien qu'on va les abolir, que la couronne va s'approprier leurs biens. Mais ça, c'est une histoire, là, je vais m'en aller vers ça tantôt. Là. Alors, ils ont un double rôle, celui de missionnaire auprès de leurs pupilles, les Hurons. OK? Et ils ont le rôle de seigneur en tant que propriétaire foncier de la seigneurie. Ils vont déménager les Hurons de l'ancienne Lorette en 1697 pour venir les installer au centre, dans le centre de la zone, près de la chute, en 1697. Les Jésuites vont d'ailleurs racheter des terres qu'ils avaient déjà concédées à des propriétaires fonciers qui payaient déjà leur rente seigneuriale depuis les années 1670, 1679 si je me souviens bien, à cet endroit-là. Donc, notamment, quand ils le rachètent en 97, c'est aux frères Joseph et Nicolas Brosseau, d'accord? Ils vont racheter leur terre, ils vont leur concéder une terre plus bas dans Saint-Jacques, dans le Grand Saint-Jacques. Ils vont faire ça pour y loger les Hurons et faire ériger un lieu de culte. C'est là qu'en 1700, je ne l'ai pas écrit, mais je te le dis, en 1700, les charpentiers, des menuisiers canadiens vont participer activement à la construction de la première chapelle, Notre-Dame de Lorette, au même endroit exactement où elle se trouve aujourd'hui. D'accord? Bon, Lorette, c'est une autre histoire, je ne rentrerai pas là-dedans, là. On va s'en parler si tu veux. Moi, c'est à troisième. Comment? Est-ce que tu mettais à troisième? Présentement? Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'elle a déjà brûlé. Alors, on concède alors des terres aux frères Brosseau plus au sud, dans Saint-Jacques, qui s'ouvrent en 98 au peuplement. Donc, ça tout concorde, ça va bien, ça marche bien dans le temps. OK? D'ailleurs, Mme Pépin. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont déménagés de l'ancienne Lorette? Oui, c'est parce que les terres qu'ils avaient étaient convoitées par des censitaires canadiens ou français, qui n'avaient plus de place pour eux. Alors, on les a transférés ici sur des terres un petit peu moins cultivables, parce que les autres, les Hurons, ils étaient des cultivateurs. Hein? Ils cultivaient ce qu'on appelle les trois sœurs, la courge de maïs, et on les a installés ici. Ils étaient non seulement capables de cultiver encore, d'une part, mais ils avaient accès au territoire pour chasser, pour trapper vers le nord, plus facilement que lorsqu'ils étaient à l'ancienne Lorette. La population des Hurons, on dit qu'ils étaient environ 125 quand ils sont revenus avec les Jésuites du lac Huron après avoir subi le génocide, le massacre de la part des Iroquois. Alors, environ 125 à l'ancienne Lorette. Donc, peut-être 200 lorsqu'ils sont arrivés ici. Et encore. Oh. Ah oui, oui. Tout inclus, là. Tout le monde. Alors, et ça, en fait, c'est ceux qui avaient été convertis à la religion chrétienne par les Jésuites au lac Huron. D'accord? Les autres Hurons n'ont pas été ramenés par les Jésuites. OK. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil ici. On fait un petit clin d'œil sur la rue Bressot, hein, qui coupe avec la rue du Court-Métrage, l'ancienne rue Saint-Antoine. On a nommé une rue en l'honneur des frères Brosseau, en nommant une rue Bressot à Loretteville, tout près de la rue du Court-Métrage. Là, ça, ce Bressot, c'est parallèle à Saint-Jacques, vers l'est, et ça prend par la rue Saint-Antoine. C'est l'ancienne rue Saint-Benoît. C'est l'ancienne rue Saint-Benoît, exactement. Ça va? Oui. Les Jésuites. Alors, les Jésuites sont désormais au cœur de cette zone seigneuriale ayant pour centre le Sault-Saint-Charles. Ils y sont comme missionnaires auprès des Hurons, mais ils représentent également l'autorité seigneuriale, tant pour les Hurons que pour les Canadiens qui s'y trouvent. Hein, bien sûr, il y a encore des immigrants qu'on pourrait nommer français, là, mais je veux dire Canadiens parce qu'on est dans une génération davantage de Canadiens. Les missionnaires vont se succéder à ce qu'on nomme désormais la jeune Lorette. D'accord? Ça va? Le curé de Charlebourg est débordé.
Bon, c'est pas d'aujourd'hui que les curés sont débordés. Écoute. Un hommage. Ils reviennent aux divisions. Plusieurs exemples clairs démontrent que le missionnaire jésuite vient interférer dans la gestion quotidienne de la paroisse Charlesbourg. La proximité de la chapelle Notre-Dame de Lorette, construite en 1700, du cœur de la zone seigneuriale, donc elle est dans le cœur, et la présence du jésuite, qui est prêtre. Le jésuite, il est prêtre. Donc, s'il est prêtre, il peut donc baptiser, marier et inhumer. Tu nous vois venir. Alors, elle permet aux censitaires, dès le début du 18e siècle, donc le début des années 1700, d'obtenir des gestes supposément réservés au curé de Charlesbourg du jésuite. Écoute, là, toi, tu viens au monde ici, il faut que tu te fasses baptiser, ça presse. Vas-tu marcher 10 km dans Gadou, dans la boîte, jusqu'à Charlesbourg pour te faire baptiser? Écoute, il n'est pas question que tu t'en ailles dans les langues, là. Tu sais, tu marches pas. 2, ça prend quelqu'un qui marche à ta place, qui te transporte, ça va pas bien. Le monde se parle. Ils savent qu'il y en a un à côté qui peut gérer ton affaire. Il est là, le missionnaire. Va le voir. Le résultat est le même. Tu vas être sauvé. Que ce soit un ou l'autre. Écoute, la population, là, elle y va au plus simple. Là. L'objectif, c'est d'être sauvé. C'est ça? C'est ça, je pense. C'est ça, je pense? En gros, c'est... les coins ronds, alors. Ouais, on va dire ça de même. C'est ça. Fais-toi sauver au plus vite, là. T'en as un disponible à côté. Va le voir. Tu sais? Tu comprends? Dans la généalogie de ça, les registres, c'est mêlant. Ouais, mais j'y viens. J'en ai mis un peu. Alors donc, les gens vont faire ça. Ils vont aller voir le jésuite, qui est supposément juste missionnaire. Mais il y a les capacités, tu sais. Ah ouais, il y a le pouvoir. Si les enfants étaient ici, ils diraient ça. C'est quoi son pouvoir? Il y a le pouvoir de baptiser. Les feuilles volantes d'un registre. Écoute, toi là, tu as été baptisé, tu t'es marié, puis tu vas te sépulturer éventuellement. Reste-toi pas. Alors évidemment, ça magnifiquement, les curés du Québec, dans la vallée du Saint-Laurent, depuis toujours, ont noté ça comme il faut, et c'est un bonheur pour les historiens et pour les généalogistes d'aujourd'hui. Alors évidemment, il faut écrire quand il se passe des affaires de même, parce que c'est des étapes importantes. Hein, alors, pour nous, c'est moi, en fait, la première preuve que les censitaires de notre zone seigneuriale, donc autour du Sceau Saint-Charles, veulent obtenir une paroisse détachée de Charlesbourg, c'est la rédaction d'actes sur des feuilles volantes qu'on va glisser, insérer à l'intérieur du registre de Charlesbourg. Hein? Et ça, on va faire ça très tôt après l'arrivée des Jésuites près de la chute. Donc, les Jésuites arrivent en 1697 avec les Hurons. 1700, 3 ans après, on trouve déjà des feuilles volantes dans le registre. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, des feuilles volantes. Non, c'est ça, je me le dis. Écoute, il y a un gars qui arrive une semaine plus tard, il y a 2-3 vieux papiers qui a écrit, des fois en latin même, il dit, regarde, moi je veux baptiser quelqu'un, mets ça dans le registre. OK, oui, ça arrive. Il est smart de pas s'être approprié ça ici à Lorette. Ça va venir. C'est un jésuite, après tout, hein? Attention. Un exemple. Le 10 mars 1702, le révérend père Michel Germain de Couvert, qui est un jésuite, qui avait été celui qui avait géré, à la demande de l'évêque, le déplacement des Hurons de l'ancienne à la jeune Lorette, va procéder au baptême de Marie-Madeleine Paquette. Ce baptême est inscrit dans le registre de la paroisse de Charlesbourg et signé par le curé de Charlesbourg, le curé Le Boulanger. Marie-Madeleine Paquette était la fille de Philippe Paquette et de Jeanne Brosseau.
Écoute, Philippe Paquette, là, c'est la terre des Paquettes sur Saint-Jacques. Elle est encore là, leur maison. OK? Ça fait 300 ans qu'il y a des Paquettes qui la possèdent. OK? Et un peu plus. D'accord? Alors, c'est lui le premier qui a habité là, qui a pelleté le toit l'hiver. C'est lui le premier. OK? Fait que lui, il y a une fille avec Brosseau. Tu sais, je te disais que ça se... Tu ne vas pas chercher de midi à 14h. Trouve à côté. C'est dans l'ombre de soi-même qu'on fait les rencontres les plus lumineuses. Hein? C'est ça qui s'est dit. Il faut aussi que ça, Alors, la fille de Nicolas Brosseau, tac, une fille ensemble, Marie-Madeleine Paquette. On ne sait pas pourquoi, ben ça pressait. OK? Des fois, là, le bébé, il ne file pas quand ils ont mort, là, tu sais. C'est comme, hé, on va en perdre. Va chez le curé. Oh, c'est pas trop loin. Va voir le jésuite. Il est capable, il a des pouvoirs. Alors, ils l'ont fait baptiser, là. Alors, cette famille, et là c'est important de comprendre, bien que la fille n'ait pas ait été baptisée par le jésuite, elle n'est pas huronne. C'est pas des hurons. Mais c'est tout de même le jésuite qui va la baptiser dans la chapelle Notre-Dame de Lorette. C'est inscrit comme ça dans l'acte. D'accord? C'est surprenant. Mais ce n'est pas le seul cas, il y en a plusieurs. Quelques dizaines. Et c'est surtout des baptêmes. Peu de mariages, voire pas du tout. Et encore moins des inhumations. Une inhumation, ça presse pas. Un bébé qui vient au monde, ça presse. D'accord? On se comprend. Ben, en tout cas, je pense, corrigez-moi quelqu'un, je pense que ça presse pas. Ouais, quand tu fais 30 au mois de juillet, ça peut presser, mais c'est un autre dossier, ça, c'est un autre dossier. C'est ça. Alors ici, bon, vous avez une image de la chapelle Notre-Dame de Lorette. Alors, une belle vieille photo avec le trottoir en bois à côté, puis une clôture, puis le canon en avant, on le reconnaît tout le monde. D'accord? Et comme... la photo est bizarre un peu, il y a de l'effet dedans. Hein? Peut-être parce qu'on n'a pas été baptisé assez vite, je ne sais pas. L'ouverture d'un registre, le mot est bien choisi, Jésus. Les jésuites vont dire, OK, la demande est forte, le curé est débordé. Moi, jésuite, prêtre, j'ai les pouvoirs, je vais rouvrir un registre. L'ouverture du registre devient clairement la première initiative concrète, consciente ou non, ayant pour but de détacher la zone seigneuriale de la Jeune Lorette de la paroisse de Charlebourg. Hein? C'est un geste clair. S'il rouvre un registre, le jésuite, c'est parce qu'il y a une demande. OK? S'il y a une demande, c'est parce que les gens ne veulent plus aller à Charlebourg. Ils s'identifient à leur côte. Leurs côtes sont autour de la chapelle. Il y a un jésuite au milieu qui a les pouvoirs de baptiser, de marier, d'enterrer. Donc, ils font affaire avec lui en se disant, rouvre-nous un registre, ça va être plus facile que d'aller à l'autre bout dans le Très-Carré. Alors, d'autant plus que des Canadiens habitent principalement les seigneuries Saint-Gabriel et Saint-Ignace, et relevant nécessairement de la paroisse de Charlebourg, font inscrire leur baptême, mariage, sépulture dans le registre du nouveau jésuite missionnaire qui s'appelle Étienne Thomas Giraud de Villeneuve. Okay? Alors, et lui, qui est là depuis 1754, passe à travers la conquête, s'enlève le lendemain matin et dit « Je rouvre un registre ». 1761. Et dans ce registre-là, qu'il ouvre d'une manière autonome, d'accord, qui ne relève pas ni de Charlebourg, ni de Québec, ni de l'ancienne Lorette, il va procéder de 1761 à 1795 à 1521 actes, dont 1238 baptêmes, 68 mariages et 215 sépultures. C'est donc Étienne Thomas Giraud de Villeneuve qui va ouvrir ce registre en 1761. Confondu Huron, Canadien là-dedans. D'accord? Alors, autant que Huron de la réserve, que Canadien autour
se font baptiser, se font surtout baptiser là, mais vont se faire aussi inhumer et vont aussi se marier là. D'accord? C'est quand même... Les jésuites n'avaient pas une Non. C'est un ordre à part. C'est comme un club select à côté, parallèle. Ultimement, là, il faut savoir aussi que l'ordre des Jésuites a été aboli. D'accord? A été aboli par le pape. C'est le pape, les Jésuites, ça ne marche pas nécessairement super bien à ce moment-là, d'une part. Mais aussi après la conquête, les Anglais vont interdire la présence des Jésuites en leur disant « Restez jusqu'à temps qu'il y en ait un qui vive. Mais vous n'avez plus le droit de recruter. » Évidemment, recrute pas, toi. Tu sais? Mettons, je ne recrute plus à la Société d'Histoire. Hugo va être seul dans quelques années. Tu sais? Hugo, il ne recrute plus. Tu sais? On se comprend bien, pauvre Hugo. Hein? Donc, c'est ça qui va leur arriver, OK? Alors donc, l'ouverture du registre devient clairement, je l'ai lu, OK? C'est 1521 actes et surtout des baptêmes. Hein? Regarde le nombre de baptêmes. Parce qu'on était proche, parce que ça pressait. OK? Quand tu meurs, ben, tu vas te faire enterrer dans le lot de la famille à Charlebourg. OK? Jusqu'à temps que ça soit plus concret, plus facile de te faire enterrer ici. Tu peux le faire. Il y a moins d'urgence. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre énorme entre les différents types d'actes. C'est quoi le nom de ce registre? Ça dépend où est-ce qu'on le regarde. Et on va voir dans le PRDH, le programme de recherche en démographie historique, qui relève de l'Université de Montréal, qui a été construit par des démographes. Ce registre-là, il s'appelle tu ne peux pas être plus confus que ça, le registre des Hurons de Loretteville. Les Hurons sont pas à Loretteville, c'est pas le registre des Hurons, c'est pas le registre de Loretteville, c'est le registre des Jésuites. Puis oui, il y a un du Huron là-dedans, mais pas juste ça. C'est ça le nom qu'il donne. Puis je vais vous surprendre, mais ce registre-là, aujourd'hui, il est chez vous. Il est dans les archives de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Parce que le registre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette ne s'est pas arrêté, n'a pas commencé en 1794. C'est une continuité avec celui-là. Alors, quand on va voir, il y a sur Family Search, entre autres, en ligne, on a les registres au complet. Eh bien, quand on va voir paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, on l'a depuis 1761. Sauf erreur, la paroisse a été fondée en 1794. Vous comprenez? Alors, comment se nomme-t-il? Où est-il? Est-ce que j'existe encore pour toi? Tu sais, toutes ces questions se posent. Je ne pensais pas citer Joe Dassin aujourd'hui. Toutes ces questions se posent par rapport à ce registre avec lequel on ne savait pas trop quoi faire, mais on en a fait une continuité. Vous allez voir comment à la fin de ma présentation tout à l'heure, la paroisse va s'inscrire dans la continuité avec ce registre-là. Alors, je continue. Le registre, ouvert par le missionnaire jésuite en 1761, a la particularité d'être indépendant, c'est ce que je disais, de tout autre registre. Et il a la particularité aussi d'inclure deux populations, les Canadiens et les Hurons. L'ouverture constitue donc l'étape initiale du processus des revendications des Canadiens afin d'obtenir une paroisse. Ce qui est généralement le cas dans des contextes comparables. Ça arrive des fois qu'on rouvre des registres un peu avant, mais quasiment 30 ans, un peu plus de 30 ans avant, c'est exceptionnel. Les habitants de la zone seigneuriale de la Jeune-Lorette ont donc profité de l'ouverture du registre par le missionnaire jésuite, ce qui vient renforcer les liens qui unissent ces habitants entre eux. Alors donc, on va voir le curé jésuite, le prêtre jésuite à la chapelle. Tu sais? On y va ensemble. Nos enfants ont été baptisés là. Hein? J'imagine que vous vous souvenez. C'est qui le curé qui vous a baptisé? Vous ne vous en souvenez pas, là, mais on vous l'a dit. Tu sais?
Vous avez connu ça, le prêtre qui vous a marié. Tu sais, on s'identifie l'endroit où vous avez fait ça. Vous en souvenez? J'espère, je vous le souhaite. Alors donc, ça vient renforcer les liens. Ils ont maintenant à quelques pas de leur terre ce prêtre qui peut les baptiser, les marier, les inhumer. Cette confiance spirituelle qu'ils octroient aux missionnaires pour les guider dans les différentes étapes de leur vie démontre que socialement, comme vous, ils ont déjà atteint un certain niveau de cohésion. On est en train de la construire, la paroisse, est en train de se voir sur le territoire à travers des actes qui sont posés au quotidien par les censitaires autour de nous ici. La revendication de 1787. En 1787, une lettre est adressée à l'évêque de Québec, Monseigneur Jean-François Hubert, afin de demander une paroisse séparée de Charlebourg. La lettre est présentée par Charles Falardeau, bailli de la paroisse de Charlebourg, Étienne Bédard, ancien capitaine de milice, Jean-Baptiste Savard, Jean-François Poitvin et Joseph Savard, tous habitants des côtes de Lormière, Saint-Antoine et la Longue-Queue. Autre Poitvin, les autres signataires qui font partie d'une certaine élite locale paysanne étaient tous des descendants des pionniers de la zone seigneuriale de la Jeune-Lorette. Ça va? C'est pas Joe Blow de Saint-Reculé dans l'arrière, c'est le capitaine de milice. Le capitaine de milice, c'est quelqu'un qui a le rôle de lever la milice paysanne au besoin lorsque l'État colonial le demande. Hein? De dire à Jean-Baptiste, puis à Éphrem, puis à Ambroise, puis à Joseph, on se fait attaquer, moi je suis votre chef, je relève de la paroisse, prends ta fourche puis ton fusil si t'en as un, viens te battre, on a besoin d'aide. C'est le chef. Ben la fourche, c'est toujours une fourche. C'est une longue histoire. Monsieur Durand. Bailly, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'administration, voire ultimement de la justice. Il peut avoir deux rôles à l'intérieur de la paroisse, mais surtout dans ce cas-ci, de l'administration. Ça va? Alors, si tu écris une lettre à l'évêque en 1787, tu ne fais pas ça soudainement de même. Ça s'est installé, ça s'est réfléchi, ça s'est discuté depuis un certain temps. Puis, je suis prêt à te mettre un vieux 2 piastres à la table aujourd'hui, que celui qui a écrit la lettre, d'après vous, c'est qui? C'est le jésuite. Je suis presque sûr et certain. On n'est pas capable de le prouver. Ces gars-là, je pense bien qu'ils n'écrivaient pas. OK? On pourrait fouiller dans les actes les concernant, voir s'ils signaient. Hein? Juste pour le fun. Je ne l'ai pas fait. Mais si on le faisait, je suis sûr qu'ils n'écrivaient pas. Ça prenait quelqu'un qui écrivait pour eux. C'était qui le gars qui écrivait le plus proche d'eux autres? Le jésuite. Vous me voyez venir. La réponse de 1787. Dans sa courte lettre adressée au futur paroissien de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, datée du 5 août 1787, l'évêque Hubert leur répond négativement. Il mentionne entre autres qu'il ne peut forcer les sauvages, à vous, les Canadiens, recevoir dans une église qui leur appartient et dont ils ne consentiront jamais que vous fussiez les maîtres. Vous n'avez point à vous plaindre, puisque le père Giraud, jésuite, vous dessert avec zèle et avec bonté, et il m'a promis de continuer. Bon, là, je vais t'expliquer un petit quelque chose. Jean-François Hubert. Jean-François Hubert. Il y avait quelque chose avec les jésuites. Ça ne marchait pas. OK? Ça ne marchait pas parce que, entre autres, mais pas uniquement, mais entre autres, au nord des seigneuries Saint-Gabriel et Saint-Ignace, il y avait une seigneurie qu'on appelait le fief Hubert, qui est essentiellement aujourd'hui la ZEC Batiscan-Nelson. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est loin, hein? Tu penses-tu que ben du monde qui sont allés habiter là, dans le fief Hubert? Il n'y en a pas, personne. Mais la... Comment? Dans le bout de Saint-Vincent. Non, ça, chez vous, c'est à Rivière-à-Pierre. Bien plus loin. Loin. Ça avait été concédé, cette seigneurie-là, à la famille Hubert en 1696. Et de fil en aiguille, Jean-François Hubert en avait hérité. D'accord? Puis là,
il va se chicaner avec les Jésuites sur la frontière entre le nord de la Seigneurie Saint-Gabriel et le sud du fief Hubert. Hein? Il dit, envoyez des arpenteurs, c'est où ta borne, c'est où ma borne, blablabla. Tu sais, ils se chicanent. Les Hubert puis les Jésuites de Saint-Gabriel. Hein? Puis là, de fil en aiguille, lui, Jean-François Hubert, tu comprendras qu'il n'y a pas d'enfant. Hein? En tout cas, s'il te plaît, je te demanderai un petit peu de sérieux. Donc, il va faire hériter, là j'étire un petit peu, sa seigneurie, le fief Hubert, à sa nièce, qui s'appelle Marie-Ursule Hubert, et qui se mariera ultimement avec John Nelson, qui est le fondateur de Valcartier en 1816, qui va constituer en latte blanc la troisième zone seigneuriale de la Seigneurie Saint-Gabriel. Ça, c'est une question à l'examen, toujours. Alors, Jean-François Hubert, les Jésuites, ça ne marche pas, OK? Ça va? Comprends bien ça. Lui, il dit non, il dit, le Jésuite a écrit la lettre pour vous autres, il me l'envoie, je le sais bien que c'est lui, moi je veux pas, il n'y a pas question, on ne rentre pas là-dedans, vous n'aurez pas de paroisse. Étienne Thomas Giraud de Villeneuve. Les Jésuites agonisent, d'accord? Ils meurent, ils vieillissent, là, puis un après l'autre, ils meurent, là. Tu sais, il y a une année, je pense qu'il y en avait 12, puis l'année d'après, il en restait 4, quelque chose de même, là, OK? Ça va pas bien, là, parce qu'ils ne se renouvellent pas, ils ne recrutent pas. Le révérend père Giraud de Villeneuve est retourné à Québec en 1790. Il va mourir le 8 octobre 1794, laissant seul le révérend père Jean-Joseph Cazot, qui sera le dernier qui va mourir au mois de mars 1800. OK? Pendant 6 ans, le dernier jésuite est tout seul. Tu sais? Et tu possèdes 20% des terres dans la vallée du Saint-Laurent. Tu as des revenus immenses. Puis là, tu te vois vieillir, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et bien sûr, il sait qu'il n'emportera pas en paradis. Hein? Donc, il pense à ça, le pauvre Jean-Joseph Cazot. Bien, on n'est pas rendu là, puis on ne parle pas de ça aujourd'hui, OK? Sinon, ça finira plus, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, le missionnaire des Hurons de Lorette était présent auprès d'eux depuis 1754. Donc, de 1754 à 1790, Giraud Villeneuve est à côté des Hurons, mais à côté des Canadiens aussi. Là. Il les a baptisés, peut-être qu'il les a mariés, puis peut-être qu'il les a inhumés aussi. Là. OK? Donc, c'est quelqu'un qui est présent dans la zone, qui est connu et qui participe à la construction de cette identité locale. D'accord? Ça va? Son départ pour Québec et sa mort vont éventuellement faire changer d'avis l'évêque Hubert. Parce qu'évidemment, le jésuite, il joue un rôle super important. Hein? N'oublie pas que le curé de Charlebourg est débordé. Hein? Alors, le jésuite, il jouait le rôle en partie du curé de Charlebourg, mais dans une zone particulière qui veut se séparer de Charlebourg. Tu me vois venir. Alors, les Hurons sont 100 missionnaires, ou presque, de 1790 à 1794. Évidemment, l'évêque, ça le préoccupe parce que ce sont des âmes sans père, je ne sais pas comment dire. Là. Et la création de la paroisse Saint-Ambrose de la Jeunnerette pourra donner non seulement un curé aux Canadiens, mais également un nouveau missionnaire séculier pour les Hurons. Sur le terrain, tous sont perdants, même la mission d'évangélisation des Jésuites auprès des Hurons est en péril. Avec le départ de Étienne Thomas Giraud de Villeneuve et sa mort, on le sait que là, ça va pas bien. OK? Les Jésuites, là, il n'y en aura plus, on le sait. Tout le monde le sait. Même le dernier, il sait qu'il est seul. Là, au-delà d'être seul, d'être le dernier, tu as du monde qu'il faut gérer, qu'il faut sauver. Là. OK? Ça, c'est important. Hein? Puis l'évêque, il doit prendre ça en considération, malgré ses querelles familiales avec les Jésuites et autres considérations. Si j'ai une signature d'Étienne Thomas Giraud de Villeneuve, tirée d'un acte daté du 21 février 1775, c'est signé Giraud, J-E-S.Miss, jésuite missionnaire. Alors, Étienne Thomas Giraud de Villeneuve a signé. J'ai tenté de trouver un portrait de lui, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une signature. C'est pas si mal. Ça va?
beaucoup d'actes de concession de terre ont été signés par Étienne Thomas Giraud de Villeneuve dans les années 1780 et 1790 jusqu'à sa mort. Il était deux. OK? Et beaucoup des terres à bois qui se trouvent au nord, dans Val-Saint-Michel, dans tout le secteur là, entre, mettons, le boulevard la rivière Nelson, puis Valcartier, tout ce secteur-là va être concédé dans ces années-là. Là. On a des dizaines et des dizaines et des dizaines de terres qui sont concédées à des gens qui avaient déjà une terre ici dans le village, mais qui avaient besoin d'une terre à bois au nord, OK? Et ça se fait, là, Giraud de Villeneuve, il s'arrange pour concéder au plus vite, parce qu'il se sent mourir, d'accord? Alors, on a beaucoup d'actes de signature de ce personnage-là avant sa mort, le 8 octobre 1794. Tu t'en souviens? Oui, allez-y, monsieur. Quelqu'un de la Grosse-Île, là, je suppose que c'est la Grosse-Île, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, ben, il y a beaucoup d'Irlandais. Oui. De là. Oui. Ça vient tout de là, ceux pareil, qui ont des terres, là. Mais les Cachemins, c'est Au nord? Oui, au nord. Ils vont passer par Grosse-Île, éventuellement, peut-être ou peut-être pas. Puis ils vont se retrouver à être concédés dans Valcartier, au nord. Okay? Mais ça, c'est une autre étape après, là. C'est au 19e. C'est au 19e, c'est dans les années 1800. Là, on parle d'avant 1800. Avant votre temps, c'est ça. Monsieur Martel Robert? Oui, ben, alors on demande ici pourquoi est-ce qu'on nomme toujours la personne qui est près des Hurons des missionnaires malgré qu'ils aient été convertis. Alors c'est l'étiquette qu'on va utiliser auprès d'eux parce qu'on juge qu'ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Alors on a besoin d'une figure autoritaire et paternelle, ou je ne sais pas comment le nommer exactement, qui va les chapeauter, qui va les guider, comme s'ils étaient des enfants mineurs. D'accord? C'est pas une question de religion, c'est pas parce qu'ils sont convertis, mais c'est comme des enfants aux yeux de l'Église, là, et c'est pour ça qu'on a un missionnaire auprès d'eux. Oui, M. Martin. Catholique, encore aujourd'hui, ils appellent ça la mission. Oui, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. En même Allez-y, temps, monsieur. c'est un choix que le milieu a fait Oui, de garder un peu l'expression missionnaire. Oui. Voilà, je suis missionnaire. Vous êtes missionnaire chez les Hurons. Oui. Un digne, Curé, mais missionnaire. un digne successeur de Oui, Giraud de Villeneuve. Alors l'étiquette existe toujours aujourd'hui, religieusement parlant, mais dans les faits aujourd'hui, on s'entend que c'est une étiquette, ça ne change rien. Denis Paul. C'est pas une paroisse non plus. Mission. C'est pas. Il n'y a pas d'assemblée fabrique. C'est ça. Un conseil. Alors, on dit ici, Denis Paul dit ce n'est pas une paroisse, c'est une mission et ça ne fonctionne pas comme une paroisse catholique. J'allais dire normale, mais c'est pas le bon mot là. Avec un conseil de fabrique et tout ça. D'accord? Alors, et ça relève de très longtemps, là, au 17e siècle. D'accord? Alors, missionnaire. Le 11 novembre 1793. Si tu as bien écouté dans les dernières années, tu sauras que le choix de cette date-là, c'est pas moi qui l'ai fait, que le choix du 11 novembre, non seulement c'est une date facile à se souvenir, d'une part, mais, parce que c'est le jour du souvenir, mais c'est pas ça que tu me vois venir, mais le 11 novembre, dans le système seigneurial, est une date hyper importante, parce que c'est traditionnellement le 11 novembre, à la Saint-Martin d'automne, que les censitaires doivent payer leur rente seigneuriale. Hein? On est à la fin de l'été, il y a un bon bout d'automne de passé, on a récolté, on est dans l'abondance, et c'est facile pour le Seigneur de se faire payer
le 11 novembre, parce que tout le monde a plein d'argent, plein de poulets, ça va bien, on peut payer. Si tu te faisais payer le 15 mars, il y aurait des comptes non payés pour le Seigneur, parce que le monde n'a plus rien à manger. C'est pour ça que c'est le carême d'ailleurs. Alors le monde n'a plus rien à manger ou presque, ils n'ont plus de récolte. Hein? Tu sais, regarde-moi hier, j'ai mangé mon dernier sac de haricots de ma récolte de l'été dernier. Hein? Alors je n'ai plus, tu vois, on tombe dans la disette présentement. C'est la même chose à l'époque. Alors le 11 novembre, c'est une date significative et c'est pas un hasard que je souligne cette date-là. 1793, c'est vrai pour les haricots, ça qui s'en passe. Dans ce contexte, et à la suite de la réponse négative de l'évacubeur du mois d'août 1787, les Canadiens vont faire preuve de ténacité en révisant leur stratégie. Ils vont négocier une convention avec les Hurons concernant l'utilisation de la chapelle Huronne comme cœur de leur nouvelle paroisse. Le notaire Jean-Baptiste Panet a rédigé cette convention le 11 novembre 1793. Il y a donc une négociation avec l'aide d'un notaire entre la population canadienne des côtes autour et la population huronne du village à côté. Ils sont chapeautés par le notaire, ils négocient et ils s'entendent dans ce qu'on appelle une convention. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette convention-là? Bien des choses, comme tu vois. Panet mentionne que des conventions sont intervenues entre les Hurons du village de la Jeune-Lorette et une partie des habitants de différentes côtes de la paroisse de Charlebourg. On l'appelle encore comme ça. Hein? Saint-Jacques, c'est Charlebourg. Tu sais? Des fois, quand tu vois, mettons, dans les actes, là, Provenance, Charlebourg, il n'y a pas nécessairement de Charlebourg du Précarré. Il peut venir de Saint-Jacques. C'est pas dans le Précarré, tu comprends bien. Hein? Alors, cette mention est intéressante puisque Panet, au nom de ses mandataires, précise que la paroisse de Charlebourg ne constitue pas une unité et que le secteur de la Jeune-Lorette, avec ses différentes côtes peuplées par les Canadiens, est identifié comme une zone particulière. Alors, Panet, il nomme ça le 11 novembre 1793. Okay? Il dit que c'est une unité territoriale différente. Cette zone, en plus d'être identifiée, parle en son nom propre et pour répondre à ses besoins qui lui sont propres, est franchement dissociée de la réalité seigneuriale ou paroissiale. Panet précise ensuite que ces conventions, bien qu'elles soient présentées par les Hurons et les Canadiens et que leur accord est évident, devront être entérinées par l'évêque de Québec, Monseigneur Jean-François Hubert, et les révérends pères jésuites Giraud de Villeneuve et Cazot, qui sont les deux derniers. Et par conséquent, seigneurs de la Seigneurie Saint-Gabriel. Ils sont aussi seigneurs de ce territoire-là. Il ne faut pas l'oublier. À la suite de ces accords, Panet mentionne qu'il pourra produire un acte notarié d'abandon et d'accord afin d'officialiser les conventions intervenues entre les deux parties. D'accord? C'est quand même quelque chose. Est-ce que Panet était résident du territoire? Panet, il y a eu plusieurs Panet, notaires, 2 au moins, si je ne me trompe pas. Puis, je ne pourrais pas dire s'il était précisément résident du territoire, mais beaucoup de ces minutes touchent au territoire où on se trouve. Donc, probablement qu'il y avait un bureau quelque part autour. Là, Alors, prochain, les acteurs de la Convention. Je cite, okay? C'est pour moi qui parle. 5 chefs ayant le consentement en assemblée aujourd'hui des Hurons du village de la Jeune-Lorette, d'une part, et nous, Louis Léraud, l'heureux, okay? Capitaine de milice, pas rien, Charles Geneste, hein? C'est Genet, probablement fils d'André Genet, notaire, pionnier de la Côte-Pincourt, Pierre Savard, Charles Pajot, François Falardeau, Pierre Pajot, tous habitants de la Côte-de-Lormière, Ambroise Trudel, est-ce que quelqu'un, c'est pas dans l'équipe à français, Ambroise Trudel et François Falardeau, de la Côte de la Misère, André Geneste
Joseph Savard et Étienne Chamberlain de la côte du Petit-Saint-Antoine près de Lorette, qui ont tous député, tant pour eux, comme ayant par assemblée ci-devant et ce-aujourd'hui, le consentement d'au moins 60 autres habitants de Charlebourg d'autre part. Attention, c'est pas un accord entre le grand chef du Val-Juron et le maire de Loretteville. C'est la population qui est derrière les acteurs principaux, qui s'entendent avec un notaire afin de se créer une paroisse qui va avoir comme lieu de culte la chapelle Notre-Dame de Lorette. C'est ça que ça dit. Le 11 novembre 1793. C'est la démocratie avant l'heure. 100 ans! Non, pas 100 ans. Quasiment, en tout cas, peu importe. La pétition du 9 décembre 1793. Pour appuyer cette convention-là, on va faire une pétition de l'ensemble de la population mâle, évidemment, je suis désolé, du secteur, qui vont dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec cette convention-là. Et là, je ne te l'ai pas tout mis, mais je t'ai mis des extraits. Hein? On va séparer par côte. On va nommer les chefs de famille. On va dire s'ils sont consentants ou opposants à cette entente-là. Je ne les ai pas toutes mis, là. Je te dis, mais il y en a quelques-unes. Par exemple, dans la côte de l'Ormière, Joseph Bédard, opposant. Charles Savard, consentant. Charles Genet, consentant. Louis Jobin, consentant. Michel Trudel, consentant. Joseph Savard. François Girard, dit Breton, fils. Jean-Baptiste Légaré. Michel Simon Savard. Pierre Savard. Pierre Suisse Savard. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui s'appelle Jean-François Savard, dit le Suisse. OK? Pierre Léraud. Capitaine Louis Léraud, le ministre. Jacques Pajot. Jean-Étienne Bédard. Et François Falardeau, sergent. Parce qu'il y avait le capitaine de milice, il y avait le lieutenant de milice, il y avait aussi en dessous des sergents. OK? Ils étaient tous d'accord. Il y a juste Joseph Bédard qui est opposant. Ça, c'est dans l'Ormière. On fait ça pour toutes les côtes. Dans Pincourt, je n'avais moins que les émus plus gros. Pierre Genet, consentant. Simon Bourbon, consentant. Pierre Leboeuf, consentant. Et Jacques-Baptiste Duchesneau, consentant. Ouais. Et là, c'est... Il y en a plus. On est où? On est dans Grand Saint-Antoine. Ici, Le Racine, je vais te nommer vite. François-Baptiste Duchesneau, consentant. Je vais juste te dire s'ils ne sont pas consentants, OK? Tu vas peut-être entendre ton ancêtre. Simon Leboeuf, Michel Simon Savard, Étienne Savard, Louis Darvaux, Louis Bétard, dit Villeroy, Charles-André Pajot, Jean-Baptiste Savard, Joseph Savard, fils, Joseph Anawill. Anawill, ça c'est Aylwin. Ça c'est des captifs anglais qui ont été capturés à Deerfield, dans la grande région de Boston, dont la famille Parent descend. C'est votre ancêtre, M. Parent. Voilà. Anawill, Aylwin, ce nom-là, vous avez peut-être déjà entendu ça? Non? Oui, vaguement. Je continue. Joseph Savard Père, Louis Morin, Pierre Pajot, Joseph Plamondon, Antoine Lévesque dit la France, Jean Darvaux, Jacques Allard, Pierre Leboeuf, Pierre Laberge, André Barbeau, Michel Langevin, Jean-Baptiste Pagé, père, Joseph Pagé, fils, Joseph Fréchette, Louis Estiandre, dit sans façon, François Gallet, Régis sans façon, Joseph Allard, opposant, Baptiste Dupéré, Joseph Daigle, père, Michel Jean Bernard, Pierre Duchesneau, Michel Jean Bernard, il était opposant, m'excuse. Hein? Pierre Duchesneau, Joseph Daigle, fils, tout pour, sauf deux. Village de Lorette, là je t'ai pas mis toutes les côtes, là, mais on inclut là-dedans Lac-Saint-Charles, Val-Bélair, Saint-Michel, Saint-Michel c'est Val-Saint-Michel, toutes les côtes sont décrites avec l'ensemble des noms des gens qui l'habitent, la côte, OK? Et on note pour côte. D'accord? Dans le village de Lorette, quand on parle de village de Lorette, c'est le village du Mont, OK, Wendake. Les chefs, Thomas Martin, Zachary, Oteste, Augustin Picard, François Vincent, chefs ayant tous quatre en assemblée le consentement de ceux-ci à prénommer. Savoir, Pierre-Étienne, cinquième chef opposant. C'est Petit Étienne, son nom, pas Pierre, Petit Étienne.
Alors, je vais juste te dire les opposants, OK? Simon Hélène, Simon Ignace, Louis Vincent, Joseph Vincent, Louis Monique, Stanislas Koska, Noël Ignace, Paul Zacharie, Antoine Zacharie, Martin Zacharie, Augustin Picard fils, Laurent Picard, Vincent Ferrière, Barthélémy Koska. Joseph Picard, lui, était absent. On a noté son absence, on a mis une note à son dossier, on dit la prochaine fois, même pas plus que 2 fois, si on perd des points. Zacharie Thomas, opposant. Gros Louis, juste Gros Louis. Il s'appelait juste Gros Louis. Son prénom, c'était pas juste. En tout cas. Gros Louis, il n'avait pas de prénom. Gros Louis, OK? Alors, vous n'avez pas de prénom, vous, M. Pignon, votre prénom? Hein? C'est juste le blanc. Hein? Gros Louis. Gros Louis, lui, il est absent. François Gros Louis, consentant. Simon Ignace, fils, absent. Charles Simonette. Anne Dery. Mathias. Simon, fils d'Hélène. Fils d'Hélène. Hélène. Hein? Jacques. Paul. Consentant. OK? Ça, c'est les Hurons. D'accord? Là, on pourrait faire ça longtemps, là, mais tu as peut-être entendu ton ancêtre, je ne nommerai pas tout, concentre-toi un peu. Alors, l'analyse de l'argument des pétitionnaires, au total des 2 populations représentées dans la pétition, sur les 188 habitants canadiens et Hurons, il n'y a que 14 opposants et 11 absents. L'ensemble de la population mâle, évidemment, hommes, on présume que les femmes pensent comme leur mari. Écoute, moi, ça donnerait quoi? Ça ne changerait pas le pourcentage. Hein? Pas besoin. Hein? Ça fait juste compliquer et allonger l'affaire. Hein? Alors, l'ensemble de la population est en faveur de l'accord à plus de 86%. Et si on élimine les absents du calcul, on arrive à un total de 92% en faveur des conventions, en faveur de l'accord. Okay? Hurons et Canadiens. La revendication est donc fortement appuyée par la population. La pétition est claire, autant pour les Canadiens que pour les Hurons. Monseigneur Hubert refuse la requête et n'octroie pas la paroisse aux Canadiens. Monsieur Martel, Robert. Le document est intitulé pétition. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là. C'est pas noté dans le document à savoir comment on a procédé. Quelle a été la méthode? Est-ce qu'on est allé cogner à chaque maison? Puis on a demandé à la personne de le dire dans l'oreille de celui qui notait. Je ne sais pas. Hein? Le mot pétition, là, c'est ce que le notaire Panet a écrit sur le document. Okay? Je le sais que ce n'est pas une pétition à la traditionnelle où on fait signer. Pas des signatures puis tout, là, tu sais, je le sais. Mais on pourrait critiquer ou mettre en doute, peut-être avec raison, sans doute, certains éléments du déroulement. Mais je n'ai pas de document autre. J'ai juste ça. Okay? Donc, je m'inspire de ce document-là pour faire cette analyse-là. Mais c'est certain que si le notaire n'était pas neutre, qui voulait que ça passe, peut-être qu'il a influencé aussi en notant les noms. Je ne sais pas. Ça va? Donc, la requête est refusée, de toute façon, malgré un appui légitime de la part des populations. L'évêque se fait pas dicter une décision par ses gens. Ah ben non, c'est certain que non. Hein? La réponse de Monseigneur Hubert. Alors, l'évêque ne voyait cependant pas cette entente du même œil que les rédacteurs de cette dernière. Il répond à nouveau négativement à l'initiative des paroissiens et des Hurons par les arguments suivants. Il mentionne d'abord que le nombre de prêtres est insuffisant. C'est un problème qui existe encore aujourd'hui? Oui. C'est revenu, ça. C'est ça? Hein? On revient. Le nombre de prêtres est insuffisant.
C'est ma conclusion, là. C'est drôle. Ce qui, nous le constaterons, est un raisonnement qui ne tient pas la route. On va voir plus tard pourquoi. Ensuite, que les Hurons n'étaient ni propriétaires de l'Église, ni de ce qu'elle contenait, que la réunion des Hurons et des Canadiens dans la même Église n'était vraiment pas une bonne idée, et enfin, que l'agrandissement de l'Église de la Jeune-Lorette serait plutôt nuisible au service divin. Il dit ça. C'est pas moi qui l'invente, non. Pour terminer sa démonstration, Monseigneur Hubert mentionne que s'il devait octroyer une nouvelle paroisse, le village des Hurons ne serait pas un lieu assez central comme site où devrait se trouver l'église. Le cas échéant, il suggérerait de la construire à un lieu au sud-ouest. C'est ça. Tu le vois apparaître ici, là? Ouais. Ok, c'est bon. Monseigneur Hubert se contredit en affirmant une telle chose, puisque dans sa réponse à la requête de 1787, il mentionnait qu'on ne peut forcer les Hurons à recevoir les Canadiens dans une chapelle qui leur appartient. Il avait écrit ça. 6 ans plus tard, il dit d'autres choses. Hein? Écoute, là, relis tes notes, Monseigneur. Hein? Relis tes notes. En 6 ans, la vision qu'il avait de la propriété de la chapelle change. Ce changement est sans doute lié à l'agonie des Jésuites et à leur fin de plus en plus proche. Nous restons plutôt perplexes face à ce dernier argument, et toi aussi, si j'entends bien tes rires. La paroisse détachée. Le 18 septembre 1794, l'évêque de Québec, Monseigneur Hubert, envoie une lettre à Joseph Paquette, curé à l'île Verte, afin de lui demander de se rendre le plus rapidement possible à la Jeune-Lorette. Tiens donc. Il change d'idée. Monseigneur Hubert mentionne dans la lettre qu'il, et je cite, a besoin d'un prêtre pour y former une nouvelle paroisse. Ah ben. Mais il a d'abord besoin d'un prêtre, puisque les Jésuites agonisent. Hein? On comprend bien. Jean-Joseph Cazot va se retrouver seul dans quelques jours. Le 8 octobre, Étienne Thomas Giraud de Villeneuve va mourir. OK? Probablement qu'il le savait. Tu sais? Ils vont mourir. Ils savent, eux autres, ils vont mourir. Il va mourir le 8 octobre. OK, il faut que j'agisse. Il le su avant, je suis sûr. Il a reçu l'extra. Ouais, c'est ça. Hein? Il l'a entendu. Il communique direct. Le registre n'est plus jésuite. Tantôt, votre question. Le registre, il est quoi le registre? Je ne sais pas, il est quoi, mais en tout cas, là, je sais qu'il va devenir plus jésuite. Il ne sera plus jésuite. Alors, quelques jours plus tard, le 8 octobre 1794, le dernier missionnaire jésuite chez les Hurons décède au Collège de Québec. Le Collège de Québec, c'était où se trouve aujourd'hui l'Hôtel de Ville de Québec. D'accord? C'était le Collège des Jésuites qui se trouvait à cet endroit-là. On l'a démoli et on a construit l'Hôtel de Ville. 2 jours après le décès du révérend père Giraud de Villeneuve, le 10 octobre 1794, c'est Joseph Paquette qui signe le premier acte du registre ouvert en 1761 par Giraud de Villeneuve. Il meurt le 8, 2 jours après, le curé Paquette, qu'on a appelé, qu'on a écrit le 18 septembre à l'île Verte. Il a fallu qu'il revienne, l'autre qui meurt, qui vienne ici, qui s'installe. 2 jours après, il signe un acte. Hey, c'est quelque chose, là. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Hein? Avoir voulu l'organiser là, pour que ça arrive de même, on n'aurait pas été capable. Okay? Donc, il va signer le premier acte du registre ouvert en 1761. Il s'agit de l'acte de sépulture de Marie-Élisabeth Pénisson. C'est dans votre gang, ça? Vous la connaissez, vous autres? Hein? C'était les meuniers que. La famille Pénisson, il était meunier au Moulin des Mers. Oui, c'est ça. C'est ça, vous me savez aussi, là. Donc, voilà, elle va mourir. Et Paquette se nomme dans l'acte curé de la Jeune-Lorette. Attention, là. Curé de la Jeune-Lorette. Normalement, Jeune-Lorette, c'est le village huron. C'est pas un curé, c'est un missionnaire. Là, il écrit qu'il est curé de la Jeune-Lorette. C'est confus. Hein? Pénisson est inhumé
dans le cimetière Huron de cette paroisse. Le cimetière Huron, c'est le cimetière qui se trouve devant la chapelle, l'autre bord de la rue, Beaulieu avant. où il y avait le garage Beaulieu, là, une section à côté du garage Beaulieu, là, en face, là, au sud du boulevard Bastien. OK? Et il dit dans le cimetière Huron de cette paroisse. De quelle paroisse parle-t-il? De Charlebourg? De Saint-Ambroise? D'une paroisse huronne? C'est confus. OK? Je pense qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Ils disent ça de même, là. Je pense qu'ils n'étaient pas sûrs eux-mêmes. Il y avait un registre, pas d'église, pas de cimetière, dans une paroisse qui n'était pas la leur. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais le gars qui organisait ça, il est mort. L'autre, il est tout seul à Québec, vieux, puis il est en train de mourir. Donc, ça va pas bien. OK? Il fait ce qu'il peut, le pauvre Paquette. Hein? Alors, cette expression nous permet de comprendre que les Canadiens ne sont pas nécessairement enterrés au cimetière de Charlebourg. Pénisson, c'est pas un nom huron, on s'entend là-dessus. Mais que plusieurs d'entre eux sont inhumés dans le cimetière situé en face de la chapelle Notre-Dame de Lorette et qualifié, à ce moment-là, de cimetière huron. Donc, le cimetière, au sud de Bastien, il y a vos ancêtres dedans aussi, en partie, certains d'entre eux. OK? Votre première équipe, là, elle se trouve à Charlebourg. OK, votre première équipe de mort, elle se trouve à Charlebourg. OK? Dans le vieux cimetière qui n'est plus là. Ils ont comme... ils ont appelé Tour Brucher, ils ont couvert ça. Ben non, il est dans la commune, dans le parc, en face. Il y a une plaque qui dit vous êtes là, ils sont tous là, les Savoirs, c'est ça. Il y en a quelques-uns égarés dans le cimetière au sud de Bastien. Puis après 1794, on va les enterrer l'autre bord aussi, OK? Ben en fait, c'est pas tout à fait l'autre bord. L'autre bord, là, c'est entre l'église et la rue Racine. Là aussi, on va comme. On va trouver les autres quand ils Ben vont oui, c'est ça. Pavé ça va bien aller. On va enterrer en arrière maintenant. OK? Donc là, fait que je cherche ton mort. Tu sais, écoute, là, moi je fais de la généalogie, des fois je cherche mon mort, c'est pas évident. Fait que cherche ton mort toi aussi, trouve-le, tabarouette. Où est-ce qu'il est? Bonne chance! Hein? Alors, je vais changer. Le registre, c'est le plus jésuite. C'est le curé Paquette, c'est pas le jésuite, là. Hein? Curé Paquette, on ne sait pas exactement son rôle précis encore. On va le deviner. Joseph Paquette, curé missionnaire. D'octobre 1794 à décembre 1795, Joseph Paquette joue le même rôle que le missionnaire auprès des Hurons jouait. Okay? Il dessert la mission, comme son successeur, tout en exerçant la fonction de prêtre pour les Canadiens. Alors, le fait de dire ça, Il se sépare déjà. là, il se sépare, mais non seulement il se sépare, mais il l'affirme. Il affirme comme le jésuite faisait. Alors, le jésuite faisait ça. Il était missionnaire, on le sait, c'est évident, mais il était aussi le curé pour les Canadiens. Parce que le gars de Charlebourg, à l'autre bout du monde, il était débordé. C'est bien trop gros. Écoute, imagine, là, à chaque 30 ans, tu as une génération. 25-30 ans, là, paf, une génération. Il y a du monde à la messe, c'est ce qu'on a dit. Fait que des baptêmes, là, le territoire s'agrandit, ce peuple, c'est épouvantable, là, tu sais. Hein? Autour de 1700, on fait entre 6 et 7 enfants par femme fertile. Donc, autour de 1700. Sainte-Brigitte de Laval, non, pas encore. Ça, là, tu tombes en bas, rendu là. Tu tombes en bas. Les Jésuites n'étaient pas reconnus par l'évêque, tandis que Paquette était reconnu. Il était nommé par l'évêque. Ouais, c'est ça. Alors, il descend dans la mission, je l'ai dit. Séculier. Un prêtre, pas d'or. Okay? Comme vous. Vous n'êtes pas jésuite? Mais le pape. Le pape, Ouais, c'est ça. Les jésuites, c'est ça. c'est la première fois. C'est la première fois. Alors, donc, le registre nous indique cependant qu'en décembre 1795, la paroisse a été séparée de la mission et érigée sous la dénomination de Saint-Ambroise. Là, écoute, là, moi, je te pose une question, là. Moi, ma conférence, c'est les 225 ans de la paroisse Saint-Ambroise. Moi, je pense qu'on n'est pas dans la bonne année. Parce que c'est peut-être l'année prochaine, ou c'était peut-être quand ça faisait 225 ans. Quand on était en 1761, 261 plus 225, ça fait 1986. C'était peut-être en 1986. L'ouverture du registre. Je sais pas, moi. Écoute, éclaire-moi si tu as une autre réponse. Mais j'ai des doutes sur 1794. On dit ça. Tu sais, mais c'est pas clair. Parce qu'on dit qu'il y a comme une zone temporaire
de la mort de Jérôme Villeneuve jusqu'en 1795. D'ailleurs, je suis pas fâché, D'ailleurs, le PRDH, le programme de recherche en démographie historique, ouvre le registre de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette, non pas en 1794, mais en 1795. Alors que c'est pas une ouverture réelle d'un registre, c'est une continuité du registre jésuite. Moi, je ne sais plus quoi penser, aide-moi. On continue. Le tout se confirme par une lettre de l'évêque, Hubert, envoyée à Joseph Paquette le 12 novembre 1795. Il indique à Paquette qu'il doit faire délimiter rapidement le cimetière. Ici. OK. Sans oublier la place que doit prendre l'église. Hein? Mais des piquettes avec une corde, ça va être le cimetière, puis dedans, oublie pas, il faut tirer un bâtiment qui va être l'église. OK? C'est ce qu'il dit. Il ajoute qu'il serait hasardeux de délimiter maintenant la nouvelle paroisse et que le temps aidera à le faire. Enfin, il termine en mentionnant qu'il ne faut pas abandonner les Hurons, ni les mêler avec les Canadiens. Alors que les Canadiens et les Hurons étaient eux-mêmes d'accord pour se mêler entre eux. Hein? Vous voyez comment des fois l'élite déforme la volonté du peuple. On le voit dans l'histoire, on voit ça un bel exemple. Je continue. Pour cette raison, il rappelle à Paquette de faire tout ce qu'un curé chargé de 2 paroisses doit faire dans les circonstances. Il va faire la messe ici, une heure plus tard, aller faire la messe là-bas. Tu sais? C'est ça. Faire, gérer ça. Deux affaires différentes. Comment? C'est ce qui est le cas encore aujourd'hui. Ouais, c'est plus vrai, c'est ça, mais je reviendrai, vous allez voir. Il serait ici important de spécifier que c'est aux archives de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette que se trouve le registre ouvert par le jésuite Jérôme Villeneuve. Le registre de 1761, il n'a pas été mangé par les Archives nationales du Québec parce que les biens des Jésuites ont été saisis à la mort de Cazaux en mars 1800 par la couronne. Et donc, toutes leurs archives ont été mangées par l'État. Mais pas le registre. Le registre, c'est la paroisse Saint-Ambroise qui l'a. Le registre original de 1761, avec les premiers actes en latin. Hein? Parce que les Jésuites écrivaient d'abord en latin dans le registre, bien sûr. M. Martel? Il y a une phrase moi, qui me frappe parce qu'ils disent qu'ils ne voulaient pas mélanger les Indiens avec les Canadiens, les Hurons, avec les Canadiens. Il était à 125 quand ils sont partis dans Saint-Neuf d'arriver ici. La réserve indienne était sur 2 lots. Il y avait l'église et un lot. Quand on regarde le cimetière, à l'époque, il était dans le Redville. Oui. Et les terrains, quand on avance vers l'est, ils étaient dans le Redville. Il était dans le Redville. Et les hommes mariés des Québécoises, la Québécoise pouvait aller vivre sur la réserve. Mais l'Indienne qui mariait, tu sais, elle pouvait pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, quand on regarde ça, c'est pour ça qu'on en Ah parle. oui. D'ailleurs, là, aujourd'hui, là, le site, il y avait le moulin à farine, tout ça, là, tous ces secteurs-là étaient dans Loretteville. Oui. Ça va être racheté et annexé à la réserve là, plus tard, là, après que Louis Bastien ait été propriétaire. Mais en tout cas, vous comprenez que la confusion entre les deux réalités, elle est religieuse, mais elle est plus que ça encore. Et cette confusion, finalement, que les deux populations avaient souhaité connaître ou vivre davantage assez tôt dans l'histoire. Il serait donc ici important que ça se trouve à la paroisse, je l'ai dit. Alors, bien que la Jeune-Lorette n'ait eu un curé qu'en 1794 et que la paroisse n'ait été officiellement ouverte qu'en 1995, les archives conservent des documents datés de 1761. Ce qui ajoute à la démonstration voulant que l'ouverture du registre soit précurseur à la création de la paroisse. Hein? Parce que l'identité, c'est le moteur de la vie collective. Et à cette époque-là, la religion était très importante. Donc, ultimement, tu t'identifies à un lieu où tu vas presque au quotidien et à une autorité qui peut écrire des lettres pour toi parce qu'il sait écrire, qui sait te guider, qui te fait réfléchir à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé dans la vie. C'est le curé, c'est le prêtre, pas nécessairement juste le curé, là, mais le prêtre, l'autorité, le jésuite, puis ensuite le curé Paquette.
Oui. Est-ce qu'il y a une direction de commence? Oui, il y a des documents. Oui, oui, tout à fait. Signé par l'évêque, tout ça? Oui, C'est pas la direction? 1795. C'est ça. Mais officiellement, ça va se faire 1825, si je me souviens bien. C'est officiellement. Là. OK? Bon, enfin, c'est pas clair. Les bornes! C'est quoi la paroisse Saint-Ambroise? Ça commence où, ça finit où? Bonne question. Aujourd'hui, on pourrait le déterminer facilement, mais à cette époque-là, bonne chance. Les bornes de la nouvelle paroisse seront connues le 6 octobre 1796, dans une lettre envoyée par Hubert, évêque de Québec, à Joseph Paquette, curé. L'évêque mentionne que les paroisses de Charlebourg et de Saint-Ambroise seront séparées au pont chevauchant la rivière des Dames. Le moulin des mers. Oui, Hein? Élisabeth II, là, aspirateur balieuse, là. c'est ça. C'est là! C'est encore là aujourd'hui, hein? Tu sais? Ça n'a pas changé. Cette borne-là est claire. Hein? La rivière du Berger, c'est la limite. On le disait en 1796. Je continue. Le chemin du lac Saint-Charles serait également la limite paroissiale, tout en indiquant que les habitants se trouvant au sud du lac seraient desservis par Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Il précise ensuite que les 8 habitations situées au sud de la côte de l'Ormière, desservies par la paroisse de l'Ancienne Lorette, le seraient désormais par Saint-Ambroise. Au bas, en bas, là, en descendant l'Ormière, dans le bas, là, oui, plus bas encore, il y avait 8 maisons. Hein? En s'en allant vers le terminus d'autobus des Saules. Passez le côté octave. Ouais, plus bas que de Côté octave. ouais, En bas du stade de soccer. comment ça s'appelle, là? Pas Courcelette, mais. Ben, pour se laisser, c'est pas mal. Costebert. Costebert. Il y Costebert. avait les maisons qui étaient là, c'était du monde qui allait à l'église à l'Ancienne Lorette. Là, il dit non, eux autres, Saint-Ambroise. Hein? OK? Évidemment, le gars qui vit en bas, pas loin du terminus d'autobus des Saules, il est bien plus proche de l'église de l'Ancienne Lorette que de l'église de Charlebourg, tu me comprends bien. Il faut qu'il traverse la rivière, c'est pas une maudite affaire en plus, il n'y a pas de pont. Bonne chance. Fait que lui, d'avoir une église ici, en haut, monte l'Ormière en ligne droite, tourne à droite en haut, t'arrives à l'église. C'est clair, c'est bien plus proche. On veut être attaché. OK? Ouais, ça je l'ai dit. C'est bon? La vie d'une paroisse. Cette nouvelle paroisse existera avec ses bornes pendant un peu plus de 100 ans. À partir du début du 20e siècle, elle sera elle-même démantelée pour former de nouvelles paroisses en périphérie du noyau villageois, portant alors le nom de Loretteville. Okay? Donc, on va porter le nom de Loretteville en 1913. Hein? Il va être détaché politiquement en 1904 du Tour. Hein? C'est le trou de beigne qui sort en premier. Politiquement du beigne. Loretteville sort du reste. Le village et la Hein? paroisse. Le village et la paroisse, comme dans plein d'endroits partout au Québec. Hein? Ben, c'est ça qui va arriver. Le beigne, le Tour, va se détacher aussi religieusement parlant progressivement au début du 20e siècle. Hein? Val-Bélair, Saint-Émile, etc., etc. Là. Il va y avoir Château-d'Eau, tout va se détacher. Il va rester Loretteville, puis son cœur avec son église. Puis là, tu me vois venir. Étrangement, en ce début du 21e siècle, les petites paroisses démantelées de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette vont à nouveau se réunir pour former la communion des communautés de Lorette. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça, plus Plus maintenant. c'est la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Mais elle a porté, Depuis le 1er janvier, où on en parlait comme une communion de communauté, oui, parce que c'était chacune des paroisses gardait leur structure paroissiale. oui, Et le 1er janvier 2017, ok, les actes dans le fond, ça peut être une fondation d'une nouvelle paroisse, comme dans certains milieux, mais le comité des gens qui ont réfléchi, il y a du monde là-dessus qui ont réfléchi. ouais, L'évêque a pris cette décision-là, c'était de garder le nom de la paroisse mère que de Saint-Ambroise. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, on dit Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, qui couvre Saint-Émile, Neuchâtel, Val-Bélair, Saint-Gabriel de Valcartier, qui Ouais. s'est inséré à ça. ouais. Et évidemment Loretteville,
Et c'est drôle comment c'est fait, la vie, hein, parce que le 1er janvier 1855, quelques jours après l'abolition du régime seigneurial par une loi du Parlement du Canada uni du 21 décembre 1854, on crée les municipalités et on prend une photo de la réalité foncière. La réalité foncière, c'est la paroisse Saint-Ambroise-de-Généret. La ville qui est créée s'appelle village ou ville, municipalité de Saint-Ambroise-de-la-Généret. Alors, le territoire, en 1855, c'est l'équivalent de la paroisse. On fait un copier-coller en 1855. On démantèle tout ça, religieusement parlant, au début du 21e siècle. Puis on démantèle tout ça, politiquement parlant, au début du 20e siècle, politiquement parlant, en créant des municipalités. Saint-Émile, Val-Saint-Michel, Bel-Air, Neuchâtel. On démantèle tout ça. Puis au début du 21e siècle, en 2002, pour les municipalités, on fusionne ça à la Ville de Québec. Puis tout le nord va s'appeler la Haute-Saint-Charles, qui est un copier-coller presque parfait de la réalité de 1855 et de la paroisse originale, dont on savait à peu près les bornes en 1796. Donc finalement, au 21e siècle, on n'invente rien. On va copier et coller des réalités foncières territoriales qui existaient il y a 200 ans. Monsieur Martel? Quand la nouvelle paroisse a été créée, avant de la création de la nouvelle paroisse, on s'est réunis dans le sous-sol de l'église. Et les gens de Duverger voulaient venir avec nous. Ben, je sais bien. Ils allaient à l'Ancienne-Lorette à l'époque. Ils voulaient venir à l'autre. Mais c'est l'évêque qui tranchait ce moment-là. Ben oui. Parce que les gens étaient favorables à venir ici. Parce qu'à une certaine époque, les gens de Duverger profitaient de l'eau de Saint-Ambroise. Le long de Saint-Jacques. Ouais. Monsieur Denis Paul. C'est le lac Saint-Charles. Quand ils sont séparés, le lac Saint-Charles sont allés former la paroisse de Saint-Ambroise. Oui. Quand les organisations sont allées. C'est ça. Alors, c'est presque parfait, le territoire d'aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Avec quelques limites qui sont un petit peu différentes. Saint-Ambroise-de-la-Généret, 1794, même si je ne suis pas certain. 1761, je ne sais pas. Hein? À 2019, 225 ans d'identité. Ah, ici, il y a mon frère qui veut poser une question, oui. Oui, je le sais que tu as été baptisé dans l'église qui a brûlé en 1967. C'est ça que tu veux nous dire? Mais là, on fait quoi? Fait-tu 225 ans ou on attend pour l'année prochaine? Ben, je pense qu'on dit que c'est 1794. Fait que, en tout cas. On a travaillé pour ça. Ben oui, ben je sais. Ben, il y a eu un grand comité qui avait été créé en 1994 et même un peu avant pour souligner et célébrer les fêtes du 200e, dans lequel faisait partie M. Michaud, qui a été le président ici, et M. Gilles Martel, qui était le vice-président. Je représentais la ville avec Oui. Fête qui avait permis de produire un livre, le fameux livre noir que vous connaissez sans doute, là, auquel là, a participé à la rédaction M. Barbeau, Gérard Barbeau, Clich, Charles-Eugène Clich, M. Demers, Marcel Demers, et Charles-Eugène Clich aussi, je pense. Il était avec nous. Oui. Alors donc, il y a eu des grandes fêtes pour souligner le 200e, et c'est à partir de ce moment-là, M. Doré, là, à l'arrière, faisait aussi partie du comité, du moins parallèlement au moins. Là. M. Doré avait organisé, entre autres, des expositions de photos anciennes. Il y avait un appel à tous qui avait été fait à ce moment-là, justement pour souligner le 200e et pour voir le territoire tel qu'il était dans les années avant, pas 200 ans avant, on se comprend bien. Et certaines des photos qui ont été ramassées à ce moment-là font partie de nos collections aujourd'hui à la Société d'Histoire. Donc c'est comme si on avait créé la Société d'Histoire avant qu'elle soit créée. C'est comme créer une paroisse avant qu'elle soit créée. C'est la même affaire. Alors aujourd'hui, cette année, on aura 15 ans, la Société d'Histoire, mais peut-être qu'on va en avoir 25, je ne sais pas, à vous de me le dire. Hein? Alors donc, plusieurs de nos photos, c'est drôle des fois quand on les voit, ils ont une vieille cote que M. Doré avait donnée, une cote du temps des fêtes de la paroisse. Là, on l'a recotée aujourd'hui avec une nouvelle cote
dans nos collections à nous. Monsieur Savard, Vincent. Moi, j'ai une question. Oui? Est-ce qu'on a une idée du moment où les gens de l'arrêt ont cessé de payer leur dîme? Je ne le sais pas. C'est fondamental. C'est une bonne question, il faudrait vérifier. On va mettre un homme là-dessus. On ne dira pas qui, on va le pointer avec le coude. C'est une bonne question. Il faudrait aller vérifier dans les archives de Charlebourg. Probablement que ça peut être une bonne idée. Sans doute. Sans doute. On ne voulait pas enlever des revenus à Charlebourg pour en donner aux Jésuites, peut-être, qui en avaient déjà pas mal. Bon, oui, je ne sais pas, mais le Jésuite avait des prétentions, d'après moi, sur le poste de curé de la future paroisse. Ouais. Monsieur Martel? Oui, dans les années 1990, il y a M. Renaud Bastien qui était venu porter à l'Hôtel de Ville des documents qui parlaient justement des Hurons avec les Jésuites. Moi, quand on a fusionné la ville en 2002, je les ai laissés à la Ville de Québec. Il y a des très beaux plans qui sont supposés d'être des archives de la Ville de Québec qui montraient exactement ce que je parlais tantôt, les deux loups. Oui. Et à un moment donné, il manquait d'espace, puis il était obligé de garder les femmes mariées à un Huron et les autres à l'extérieur de la résidence. Ça a été corrigé par la suite. Oui, oui, oui. Des beaux documents. Puis en plus aussi, il y avait un historien du gouvernement qui avait fait des recherches. Quand il y a eu la conquête des Anglais, les Hurons avaient gardé un Anglais prisonnier sur la réserve. Ben, il y en a eu plusieurs. Oui, mais un qui était particulier, qui est devenu à un moment donné un gars qui est resté sur la réserve, il était tellement bien traité. Il a décidé de rester sur la réserve et même il était. Ben, il y en a plusieurs. Ça. Il y a tous ceux qu'on appelle les captifs. Les Hurons participaient avec les Français à des raids qu'ils faisaient dans le Massachusetts, entre autres. Là. Ils descendaient à pied l'hiver. Là. Ils pognaient des Anglais, puis ils en tuaient quelques-uns. Puis ils en ramenaient d'autres, ils s'en servaient comme otages. Ils disaient « Donnez-nous de l'argent, puis on va vous leur donner. » Tu sais. Puis, non, ils ne mangeaient pas, ils les gardaient, ils les vendaient. S'ils n'étaient pas capables de les vendre, ils les ramenaient chez eux, puis là, ce gars-là, il devenait un Huron. Hein? Les Hurons les gardaient. Les Aylwin Anawil, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'ancêtre de M. Parent. C'est probablement le meilleur exemple de ce captif-là. Mais là, ça, c'est une autre histoire là, dont on pourra parler assurément une autre fois. Denis Paul. Joseph Paquette, il venait de Saint-Romain. Oui. Joseph Paquette s'est retrouvé curé à l'île verte qu'on a ramené ici. C'est un gars de Saint-Émile, de la seigneurie Saint-Ignace, du rang Saint-Romain, de la rue Saint-Romain d'aujourd'hui, alors qui portait autrefois le nom de rang Saint-Romain. Votre rue, c'est chez vous, madame? Oui, c'est ça. Alors, mais ultimement, c'est des Paquettes. C'est Philippe Paquette. C'est la descendance de Philippe Paquette. Voilà. Une question ici? Est-ce que l'église actuelle ouais. est vraiment à un lieu de Non. Non, elle est beaucoup plus proche qu'une lieue. Lui, quand il disait une lieue, là, ça venait bien plus loin vers l'ouest. C'est bien plus proche, finalement. Elle est à 750 mètres, je l'ai calculé, de la chapelle. Okay? Quand il dit une lieue, Monseigneur Hubert, tu étais à côté encore. Là. On s'est retrouvé avec l'église là, au coin Cook puis Verrette, finalement, ou à peu près. C'était pas mal plus loin. Fait qu'il était à côté, là, Monseigneur Hubert. Il n'écoutait pas, OK? Puis c'est ça, il disait des affaires qui étaient un petit peu à côté, puis il ne révisait pas ses notes et ses positions des années antérieures. OK? Ça va? D'autres questions? Oui, ben c'est le bout des terres de la famille Savard, là, parce que en ligne droite là, de l'église jusqu'au sud, là, c'est la vieille maison, c'est la rue Giroux, qui est à l'est là, des terrains de l'église. Ben, il y a toutes sortes de documents autour de la donation des terres, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, à un moment donné, on ne sortira plus. Hein, c'est ça. Mais vous voyez, en fait, je conclurai en disant la chose suivante, c'est que la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette a contribué à la création d'une identité propre au territoire où on se trouve présentement. Ça s'est fait bien avant 1794, par les feuilles volantes dans le registre, par la présence du jésuite qui servait de curé, de prêtre aux populations canadiennes, entre autres ici, par l'ouverture du registre et par toutes les tractations et la volonté de la population des côtes autour d'éventuellement vouloir obtenir une paroisse qui était à leur image. Et cette paroisse-là, ils vont l'obtenir en 1794, ou à peu près, là, on va dire ça comme ça, à la suite d'un paquet de circonstances,
dont entre autres en lien avec la disparition des Jésuites du territoire et de l'abolition de leur ordre qui va mener à leur disparition ultime en 1800. Alors ça va créer une identité propre et qui va mener, avec la création des municipalités, à la création de municipalités distinctes de Charlesbourg et de l'ancienne Lorette, qui vont porter le nom de Saint-Ambroise, qui va se démanteler, qui va devenir Loretteville et le Tour, Saint-Émile, Val-Bélair et tout ça, qui va être refusionné dans la grande ville de Québec dans une étiquette inventée qui s'appelle la Haute-Saint-Charles et qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, je vous ai mis quelques photos ici de l'église que vous avez connue pour la plupart d'entre vous, qui a brûlé en 1967. C'était juste pour illustrer un peu le territoire et la réalité, parce que c'est ça le lieu d'identification. Jusque dans les années 60, là, ce qui identifie à quoi? À l'église. Okay? C'était le lieu public, c'était là où tu avais des nouvelles, c'était là où tu rencontrais et que tu vivais les grands moments importants de ta vie. Hein? Ta naissance, tu t'en souviens pas, mais c'était ça. Ton mariage, puis ta mort, c'était là que ça se passait aussi. Okay? Puis tu restais là en arrière dans le cour, tranquille, pour l'éternité. Okay? Oui, M. Martin. Les avis publics qu'on publiait la ville pour les règlements de zonage, il y avait un tableau juste à côté de l'église. En passant, on affichait ça dans le tableau. Oui, parce que le monde passait là, ben il voyait ça là, bien sûr. Alors, la paroisse, c'est le cœur, c'est le lieu d'identification premier des gens qui ont vécu ici autour, sans l'ombre d'un doute. Puis ben, on a tout essayé d'éliminer ça au 20e siècle, c'est tout revenu pareil au 21e. C'est beau l'histoire, hein? Alors merci, et on se voit! On se voit le 6 mars prochain, c'est facile à compter. C'est dans 4 semaines exactement, 28 jours en février. On se voit le mercredi 6 mars prochain. Et le thème sera l'histoire du Moulin des Mers. Alors, pas du moulin, juste le moulin, mais le quartier du Moulin des Mers. Là, je vais vous dire un secret. C'est pas dans le territoire de la Haute-Saint-Charles. C'est dans le territoire de la Société d'histoire des rivières, mais dites-le pas, OK? On va garder ça entre nous. D'accord? Je pourrais couper juste avant que je dise ça.